Mesdames, Messieurs, merci. C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons encore une fois dans cette émission Sans détour de la plateforme Séné Plus. Autre temps, nous aurions pu avoir à passer sur le grill la parole étatique, la parole gouvernementale, tant notre invité principal a porté avec hargne la parole gouvernementale à une certaine époque. J'introduis bien sûr notre invité principal, Abdou Fall, bonjour. Bonjour. Au risque d'écorter peut-être votre passé militant, j'aurais envie aujourd'hui de convoquer le militant au début de votre engagement au Parti de la Libération du Peuple. Ça ne nous rajeunit pas, mais vos cheveux blancs témoignent aussi de la longévité de votre engagement. Un parti d'obédience non alignée, comme votre leader, Maître Mbaye Niang, paix à son âme, aimait à le présenter. Nous aimons aussi dans cette émission avoir de la mémoire pour retourner dans les vestiges du passé, pour comprendre l'engagement de nos invités. Je pense que c'était important aussi de le faire remonter à cette époque-là du militantisme. Non aligné, il en sera beaucoup question certainement dans cette émission pour parler de l'éducation, du modèle que nous voulons pour notre école sénégalaise. Je serai dans cette émission avec d'éminentes personnalités. Votre collègue ancienne ministre, Mme Fatou Blondin Diop, ministre des Technologies et de l'Information. Merci d'être avec nous pour introduire cette discussion avec le ministre Abdou Fall. C'est moi qui vous remercie. Avec nous, un philosophe pour certainement arbitrer et faire avancer ce débat. J'ai introduit bien sûr Adiba, philosophe, formateur à la FASTEF. Alors, je ne comprends toujours pas pourquoi on a de si jeunes formateurs, parce qu'à l'époque, c'est en bout de course, pour ne pas dire en pré-retraite, qu'on prenait la responsabilité de former. Adiba est certainement de la génération de ceux qu'il a en charge de former à la FASTEF. Il nous en dira certainement un mot. Adi, en tout cas, nous avons le plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Alors, nous n'allons pas contextualiser ni dater cette émission, mais au moment où nous nous parlons, d'anciens camarades de gauche, de militants engagés sont en conclave. Le Kharebi, est-ce que ça vous évoque quelque chose? Ah oui, le Kharebi, ce matin, cet après-midi, l'hommage à Madeleine Soko, je pense que ce sont certainement des rencontres qui vont encore donner l'occasion de revenir sur le parcours militant d'hommes et de femmes qui ont apporté une contribution essentielle dans les luttes démocratiques et dans les transformations que le pays a connues ces 20 dernières années. Ils ont été des acteurs majeurs qui se sont donnés, qui ont donné d'eux-mêmes, de leur sacrifier, de leur carrière, de leur liberté, pour que le Sénégal puisse évoluer dans le sens d'un pays authentiquement indépendant, démocratique et capable de conduire les transformations que le peuple attend de ses dirigeants. Et je pense donc que c'est des grands moments, et ça c'est important aussi dans la vie des nations, qu'on puisse à un moment donné s'arrêter pour évaluer et préparer l'avenir. On ne peut pas parler du Kharebi sans bien sûr parler de la formation militante. On a l'impression que cela ne se fait plus aujourd'hui dans les formations politiques. Nous sommes remontés aussi loin que nos souvenirs nous ont permis pour votre parcours militant, le Parti pour la Libération du Peuple. C'est des formations qui ont encore leur place aujourd'hui dans l'échiquier, ou plutôt on a 300 partis presque sans idéologie? Oui, ça c'est un peu des phénomènes nouveaux. Nous, on a connu un parcours assez particulier de ce point de vue. D'abord, l'environnement politique n'est pas du tout le même. Nous, on est de la génération post-68 et on a tous fait nos armes dans les cercles de gauche, d'extrême gauche d'ailleurs. Et après, on s'est un peu stabilisé dans des partis non alignés du type RND. Nous, en 1975, on a été les jeunes du parti. Et après, on a évolué vers le PLP pour connaître d'autres itinéraires politiques plus tard. Mais effectivement, ce qui était caractéristique de cette période, c'est que les formations politiques, autant au niveau du Parti socialiste, qui était le parti dominant, vous ne vous rendrez dans aucun département du Sénégal sans trouver des antennes de l'école du Parti socialiste.
Alors, les partis d'obédience nationaliste comme les nôtres, que vous qualifiez de non-alignés, c'était également la règle. Moi, je me souviens, tout jeune, tous les samedis, lorsque le professeur Cheikh Anta n'était pas en mission, il nous prenait pour des formations politiques et idéologiques, les Babacar Niang, les Moustapha Diallo, les Ablaye Kane. Ils ont contribué à nous armer d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue idéologique et d'un point de vue politique pour faire de nous ce qu'on a appelé à l'époque des cadres capables d'être à la fois des experts et des rouges, c'est-à-dire experts en termes de capacité de gestion, mais également des rouges en termes d'engagement, voilà, militant et patriotique. Alors c'est un peu dans cette ambiance que nous tous on a grandi et que à l'occasion des périodes de vacances scolaires étaient des moments de grandes joutes entre la gauche de l'époque, le Parti socialiste que nous on considérait comme un parti de droite, bien qu'il se réclamait du Parti socialiste, du socialisme plutôt. Donc c'est un peu dans cette ambiance de débat qu'on a grandi et ce qui a beaucoup contribué à façonner notre vision du monde, notre itinéraire et à notre formation en tant qu'homme tout court. Voilà. Abdou Fall, je n'oserais pas prendre pour moi de qualifier ces partis de non-alignés. Hein. C'était dans les bréviaires de ces formations politiques-là qui avaient du vécu, qui avaient du militantisme, qui avaient de l'idéologie. Je m'en honorerais bien sûr de pouvoir donner un avis là-dessus, mais c'est dans les bréviaires des partis. Fatou Blondin Diop, vous n'êtes pas de cette génération-là, vous avez encore de la marge. Vous êtes certainement de la génération intermédiaire où on est passé de ces partis qui avaient une idéologie à ce qu'on a appelé aujourd'hui les partis peut-être de masse ou même, allez, passez-moi l'expression, des partis de personnalité, pour ne pas dire cabine téléphonique pour certains. Qu'est-ce qui a changé pour qu'on en arrive là dans le paysage politique sénégalais? Si je vois par exemple par le prisme de mon parcours, évidemment j'avais les grands frères. Hein. J'étais dans un quartier où on évoluait autour de toutes ces idéologies. Et les discussions étaient très, très, très âpres et virulentes. Et il fallait avoir quand même assez de textes et d'arguments pour pouvoir participer à ces discussions. Donc, ce n'est pas par ce biais-là qu'une personne comme moi est arrivée par la politique. Ce n'est pas non plus en tant que ministre, où j'étais plutôt technocrate, comme on dit, dans mes fonctions. Mais c'est par le biais des souffrances de la population. C'est-à-dire, c'est en étant en contact avec la population et en essayant de faire des programmes de développement qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ce que je fais, ça ne sert à rien. Ça sert juste, c'est même pas une solution palliative, parce qu'une solution palliative demande beaucoup de moyens. C'est vraiment de la gesticulation qui ne donnera pas de résultat et qu'il faut être dans les instances où se décident les politiques de développement. Et c'est par ce biais-là que je suis arrivée par la politique. Évidemment, j'ai eu la chance d'avoir baigné dans un environnement intellectuel, mais je rencontre beaucoup de gens qui n'ont pas du tout baigné dans les environnements d'idéologie, dans les environnements de construction de projets politiques, ni même de construction d'un projet pour apporter des solutions à ces maux qu'ils déplorent. Et ces personnes sont dans la politique. Et ça pose question. Ça pose question. Donc après, très vite, le débat, effectivement, tourne dans l'invective, dans les accusations, et très peu dans des cadres où on s'assied, où on dit, voilà, si on juge que le marché Kermel, ça ne va pas, eh ben, qu'est-ce qu'il faut exactement comme solution? Ça, c'est autre chose. Donc ça demande de savoir l'histoire de Dakar, l'histoire de Kermel, les acteurs, le contexte, la mairie de Dakar, l'État, les enjeux et tout ça. Et donc on rencontre dans le landerneau politique beaucoup de gens qui veulent juste des résultats sans avoir la construction qui se fait dans des idées pour se dire tel type de projet, quel projet on veut pour la société au-delà de la solution immédiate. Je n'aurais pas pu faire mieux. Est-ce que, c'est une question presque philosophique, Adiba, est-ce que la finalité de l'engagement citoyen, c'est d'être dans les arcanes de décision? Il y a ceux qui font le choix d'avoir un engagement citoyen à la base, et il y a ceux qui, comme Mme Diop nous dit, je me rends compte que mon action est limitée et qu'il me faut être dans les cercles de décision pour porter cette action. C'est une question philosophique qu'on n'a pas encore transcendée de toute façon.
Je pense que pour un engagement citoyen, il faut les deux. Il faut être sur le terrain pour savoir ce qu'il faut, pour connaître quels sont les problèmes, savoir ce qu'il faut, essayer d'imaginer des solutions, etc. Et puis, il y a le fait que si vous n'êtes pas à la table où les choses se décident, vous ne pouvez pas influer sur ces décisions-là. Donc, je pense que c'est ce que dit Madame exactement. Donc, il faut les deux. Maintenant, je pense que c'est ce que déplore également Madame, il y a un certain nombre de flibustiers qui essaient d'être à l'endroit où les choses se décident, non pas pour décider, mais pour être là quand on partage les ressources. Donc le problème le plus profond, c'est que de plus en plus la politique est devenue le moyen privilégié de distribution des ressources que contrôle l'État. Donc d'une certaine manière, ce n'est plus de la politique, c'est juste une autre variation d'une aventure économique destinée à se promouvoir personnellement et à promouvoir son clan, ses amis, etc. Abdou Fall, c'est peut-être ça qui a changé aussi dans la finalité de l'engagement militant. Vous évoquiez tout à l'heure Amath Dansokho, paix à son âme. Tout le monde a témoigné qu'il ne courait pas pour les prébendes, qu'il a été certainement à tous les niveaux de responsabilité, mais il est resté le militant de gauche, le militant de la société, qui n'avait pas un engagement militant juste pour être au-dessus, pour être au sommet. C'est peut-être ça qui a changé, non, à nos jours? Oui, ça a changé. En fait, les contextes historiques ne sont pas les mêmes. Parce que chaque génération fait face à des défis. Les générations de nos parents ont vécu directement la colonisation. Donc, ils ont été dominés, agressés au quotidien. Et le combat pour la reconquête de notre souveraineté nationale était un combat qui était partagé par tous les hommes et les femmes de cette génération et qui avait nécessité des formes d'engagement très particulières. Et c'est de ce point de vue qu'on a pu forger des personnalités très fortes, voilà, qui se battaient pour recouvrir l'indépendance de leur nation et assumer, prendre en charge le destin de leur peuple. Ce n'est pas la même ambiance après. Parce qu'après les indépendances, les grandes batailles qu'on a menées, c'était des batailles pour la démocratie, pour les conquêtes démocratiques. Et à partir de là, beaucoup de luttes, toute la génération qui nous a précédés, voilà, les Landing, les Bathily, les Dansokho, dans les formations de gauche, ensuite les plus âgés que nous, les Maître-Niang, les Cheikh Anta, et un peu toute cette génération, Madior Diouf, toute cette génération, nous on était là après pour mener les combats pour la démocratie, pour les conquêtes démocratiques. Et ce n'était pas évident, hein? Ce n'était pas évident du tout. Et c'est pourquoi il y a eu énormément de sacrifices qui ont été consentis pour arriver au résultat actuel. Alors, après, lorsqu'on a reconquis notre indépendance, ne serait-ce que d'un point de vue formel pour certains, et que les conquêtes démocratiques ont été réalisées, on est dans un nouvel environnement international où le patriotisme ne se mesure plus en termes d'engagement physique. Aujourd'hui, le patriotisme se mesure en termes d'éthique de comportement, fondamentalement. Alors, et c'est de ce point de vue qu'il y a eu un peu des itinéraires nouveaux qui sont apparus. Nous, on entrait en politique pour changer le monde, on entrait en politique même sur une base un peu romantique. Voilà. Il fallait une société, des sociétés justes, se battre pour la démocratie, pour la justice, pour l'égalité, contre les discriminations, contre les exclusions, qu'il n'y ait plus de justice sociale, etc. C'était ça notre moteur. Et c'est dans ce format qu'on a été préparé. Aujourd'hui, de plus en plus, comme il le dit, beaucoup d'acteurs entrent en politique pour devenir députés, ministres, etc. Voilà. Et ça, c'est des évolutions de notre société, bon, que nous devons prendre en charge. Bon, je ne peux pas empêcher les gens d'avoir des ambitions personnelles, mais je pense qu'il faut aussi qu'on réhabilite la politique parce que c'est une condition pour réconcilier les Sénégalais, les citoyens avec leurs dirigeants. Parce que dès lors que ces ruptures s'opèrent et que les dirigeants, les citoyens n'ont plus confiance en leurs dirigeants, qu'ils les considèrent comme des gens qui utilisent juste le pouvoir comme posture pour satisfaire des besoins personnels, alors à partir de là, cette rupture délégitime les hommes politiques et crée des situations, un peu des types de situations qu'on connaît dans beaucoup de pays et qui peuvent conduire très loin.
Alors donc il y a des équilibres à rétablir et c'est de ce point de vue que je considère, en tout cas cette génération a encore un rôle extrêmement à jouer dans ce cadre-là. Mesdames, Messieurs, ce n'était pas qu'une simple digression, c'est 2-3 petites questions qui nous ont permis d'introduire cette émission. Nous passons notre société. Oui, madame, dites-nous. Pour dire à M. Fall que rien n'a changé, hein. Les luttes pour l'égalité, les luttes pour la démocratie, les luttes pour la justice, les luttes pour l'équité, c'est très d'actualité. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que la génération, et je ne parle pas de ma intuitu personnel, qui s'est perdue dans les coalitions, c'est ça qui a brouillé les repères. Cette gauche qui a été le socle, en tout cas pour une personne comme moi, de construction intellectuelle. C'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère vis-à-vis de certains leaders de la gauche que ceux qui étaient classiquement dans le PS ou dans le PDS. Parce que ces gens-là nous ont formés, nous ont fait rêver. Et moi, je suis désolée, beaucoup se sont perdus en cours de chemin, ont brouillé les repères de leur idéologie, ont brouillé et finalement, on se demande quel est leur héritage aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et même certains, quand ce qu'ils ont été, ils ont du mal à le revendiquer tellement certains de leurs engagements remettent en question ces sacrifices, ce combat qu'ils ont mené. Et Dieu sait que c'était beaucoup plus difficile dans le contexte quand ils menaient ces combats que nous, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Donc cet héritage aujourd'hui est aussi une des fondements de cette déperdition de la place de la construction politique dans l'engagement politique. Et pour moi, c'est quelque chose, j'abuse, hein. Je ne suis pas Zola, mais je dis que fondamentalement, de la même manière qu'ils ont fait un très bon travail à un moment, ils l'ont déconstruit. Et de par leurs partis qui se sont scindés, subdivisés, de par leur appartenance à des gouvernements où soudain ils se sont... J'espère qu'on ne nous entend pas du côté de la Maison de la Culture d'Outosek, où tous ces cocos, c'est un mot gentil. Abdou Fall. Moi, je pense que c'est un bon débat. C'est un bon débat parce que nous-mêmes, on n'échappe pas au type de critique qu'ils formulent parce qu'on a été un peu près... on est sortis tous de cette école. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ce que je considère comme la principale faiblesse des forces de gauche, ça a été leur incapacité à s'entendre autour d'une plateforme. Alors, et entre-temps, donc, l'émiettement des forces les a affaiblis. Au point qu'ils ont été au cœur des luttes démocratiques, mais ils n'ont pas su être au cœur de la décision politique, du pouvoir. Voilà. Alors, et c'est un peu une situation que je pense que les forces de gauche évaluent, discutent, et j'espère qu'on en tirera tous les enseignements pour avancer. Maintenant, d'un point de vue fondamental, moi je considère que aussi il faut qu'on vive la politique de son temps. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les idéologies sous leur forme classique ne sont plus, apparaissent comme de moins en moins opératoires. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut avoir quand même des repères dans la vie. Il y a des fondamentaux qu'on ne négocie pas. Mais il faut tenir compte de l'évolution du monde et s'adapter. Et c'est ça qui a fait que les forces qu'on considérait comme ces forces de droite ont su faire preuve d'une capacité d'adaptation qu'on n'a pas eue. Et c'est pourquoi elles continuent de garder le leadership politique, en tout cas dans la société. Et à l'arrivée, si on analyse froidement le sens de l'action politique, moi je décompose l'action politique en deux temps. La capacité de se doter de la légitimité qui nous confère les moyens de la décision politique. Et cette légitimité, on ne peut la tirer nulle part que du suffrage universel. Alors, c'est le premier enjeu. Un enjeu de légitimité. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de capacité de transformation, changer le sort des gens. Une fois qu'on est au pouvoir, il faut savoir poser des actes qui transforment. Bon,
Maintenant, c'est pas, on peut juger que bon, l'intensité, on aurait pu aller mieux ou pas, mais c'est ça l'enjeu de fond. Et quand même, quoi qu'on dise, les forces de gauche ont contribué depuis 2000, honnêtement, et même un peu avant, à faire évoluer les choses au plan social, au plan économique. Je le pense aussi. Bon. Et troisièmement maintenant, et c'est de ce point de vue que notre débat de tout à l'heure est essentiel. Pour moi, un homme politique que je respecte, c'est celui qui met en avant, un, l'efficacité en termes de capacité de faire des résultats, et deux, la capacité de préparer les jeunes générations à faire plus ou au moins autant que ceux qui les ont précédés. Et c'est pourquoi la question de l'école, pour moi, est une question qui est au cœur des enjeux de développement. C'est l'école, justement, qui est le fondement de cette émission. Et vous disiez tout à l'heure quelque chose qui nous paraît essentiel pour aborder cette thématique. Vous parliez des positions de principe à réaffirmer sur certaines questions. Il est un débat agité il y a quelques jours et qui est encore en cours d'ailleurs et qui met au devant de la scène de l'école l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, une école privée catholique qui décide d'interdire le port du voile en conformité avec son règlement intérieur. Alors cette affaire est presque derrière nous, étant entendu que les élèves, 22 élèves concernés ont repris le chemin des classes. Est-ce que le compromis tel que édicté, qui circonscrit cet accord juste à l'année 2019-2020, vous satisfait, ancien ministre de la Culture et de la Communication? Bon, ça satisfait parce que ça aide à résoudre le problème. Les enfants retournent dans les classes et puis l'institution connaît retrouve une vie scolaire normale. Mais on aurait tort de nous en arrêter là. Je pense qu'on en est arrivé aujourd'hui dans l'évolution de notre société, des rapports entre les communautés, à la nécessité de re-questionner notre vivre ensemble. Et de ce point de vue, d'ailleurs, j'interpelle beaucoup les philosophes et les sociologues sur cette problématique-là. Et d'ailleurs, même dans les missions de l'école, il va falloir que la dimension co-être, la gestion des co-êtres, préparer les citoyens depuis l'enfance à gérer, développer leur capacité de cohabitation dans la tolérance. Il faut que ceci soit réhabilité dans notre système éducatif. Il faut que l'école cesse d'être simplement un espace où on prépare à l'aide, au savoir, au savoir-faire, au savoir-être. Il faut que la composante savoir-co-être occupe une place de plus en plus importante. Pour en revenir de façon ponctuelle à ce sujet qui n'est pas l'objet de débat, moi ce qui m'a gêné là-dedans, fondamentalement, c'est un peu le manque de sérénité qui l'a globalement entouré. Voyons froidement les faits. Notre école compte aujourd'hui 3 300 000 au moins apprenants. Nous avons 3 millions d'élèves qui, tous les matins, quittent leur maison pour se rendre dans des structures de formation, du préscolaire au supérieur. Public-privé. Sur ces 3 500 000, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc compte 1700 élèves. Sur les 1700 élèves, le débat posé concerne 27 enfants. Et sur les 27 enfants, les 26 sont des Sénégalais d'origine libanaise, pour l'essentiel. 3 seulement sont des Sénégalais d'origine sénégalaise. Un débat qui se porte. Alors, je n'ai pas compris qu'au lieu de circonscrire le débat à ce niveau et de lui trouver une solution sereine, qu'on a voulu remettre en cause tous les fondements de notre vie ensemble. Vous ne croyez pas que ce débat questionne notre modèle, le modèle que l'on veut pour notre société, le modèle que l'on veut pour l'école? Je dis ce débat, il est actuel. Il ne faut pas qu'on l'occulte. Si on l'occulte, ça va nous rattraper encore. Deuxième observation sur le sujet. Notre système scolaire, il est structuré autour de 3 grands pôles. Nous avons l'école publique, qui est une école laïque. Nous avons l'école privée laïque et nous avons les écoles confessionnelles. Et qui sont tous sous la responsabilité et la coupe de l'État qui veille à ce que les programmes scolaires soient conformes à ce que l'État, la nation sénégalaise a décidé.
Maintenant, dans le privé confessionnel, qui est une composante du système, on conçoit parfaitement que ceux qui gèrent ce système, ce sous-système, ils édictent des règles qui leur soient spécifiques. Et ces règles, on doit les accepter. Moi, c'est ma lecture. Parce qu'il y a énormément d'espace pour former nos enfants, voilà, pour que chaque secteur puisse avoir la latitude de travailler conformément, voilà, aux règles édictées par la nation en ce qui concerne la gestion de notre éducation. Pour le préambule de notre constitution qui édicte la laïcité. Cette laïcité, pour vous, elle est quoi? Elle est la religion en dehors des sphères publiques de l'État, ou alors le modèle de laïcité que certains voudraient qu'on ait au Sénégal, c'est que la religion ne gêne pas l'espace public et que la religion a sa place dans notre vivre ensemble. Mais bien sûr, c'est ça le type de laïcité qu'on a connu, qu'on a appelé la laïcité positive. Nous, notre laïcité n'est pas destinée à rejeter la religion. Au contraire, c'est ça qui fait d'ailleurs le charme du Sénégal. Chaque pays a son histoire. La France, dans l'histoire de France, la laïcité a été presque un instrument pour ce qu'on appelle la sécularisation. Voilà. Rompre totalement le lien ombilical entre l'État et l'Église. Au niveau de l'État, du sommet, comme au niveau de la société. Chez nous, on a construit un modèle de compromis qu'on a appelé la laïcité positive, où du point de vue des principes de la gestion de l'État, il fonctionne sur 3 principes. 1, le respect de la liberté de conscience. 2, la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et 3, une attitude d'équidistance de l'État par rapport à la vie des communautés. Voilà les 3 principes qui structurent notre laïcité au niveau étatique. Maintenant, au niveau social et communautaire, on a laissé aux communautés religieuses beaucoup plus de marge. Et maintenant, l'État les accompagne dans leur politique et dans leur vision. C'est de ce point de vue que j'ai été gêné que la communauté chrétienne qui s'est organisée dans son espace, qui respecte le programme scolaire de l'État, mais qui, à côté maintenant, a édicté ses règles, qu'on semble remettre en cause ce pouvoir qu'on leur a conféré dans l'espace, voilà, dans lequel on les a. Donc, voilà, je pense que c'est un débat de fond, voilà, qu'il va falloir approfondir. C'est simple à régler, puisqu'il questionne notre modèle de vivre ensemble. A dit Mme Diop, allez-y. D'accord avec M. Fall, hein, parce que pendant très longtemps, ce qui s'est passé à Sainte-Jeanne d'Arc se passait dans d'autres écoles. Vous ne venez pas en mini-jupe. Ce n'est pas la Constitution. D'autres écoles, vous ne venez pas si vous n'êtes pas voilé. Et ça n'a pas soulevé autant de discussions et de débats jusqu'à remuer la République. Donc moi, dans mon entendement... Ce qui est en cause, c'est l'interdiction. L'acceptation jusqu'ici était la chose la mieux partagée. L'acceptation des signes distinctifs, religieux. Hein. C'est ça qui était jusqu'ici adopté. C'est l'interdiction qui pose problème. Oui, mais c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que dans certaines écoles, si vous venez non voilé, mais vous n'êtes même pas accepté. Ça se passe au Sénégal. Moi, j'ai été même dans des villages où il y a presque la charia. Non, sérieux. Au Sénégal. Au Sénégal. Moi, je l'ai vu et ils ne l'appellent pas comme ça. Mais l'État est tellement absent pour les populations qui ont besoin de se structurer, qui ont besoin d'avoir des règles. Il se trouve que les personnes qui sont les leaders, les guides dans ces pays, connaissent très bien cette voie et essaient d'organiser la société et ne l'appellent pas comme ça, ne le revendiquent pas, voire même le rejettent dans leur verbe, mais dans leur fonctionnement, ont trouvé un équilibre. Tout ça, c'est des déficits d'État. C'est des déficits d'État. Moi, je suis d'accord que dans cette histoire qui s'est passée à Sainte-Jeanne d'Arc, si on s'était tenu au texte, il n'y aurait pas eu autant de tollé. Maintenant, on est à l'ère des technologies de l'information et de la communication, où chacun donne son avis avant même de comprendre de quoi il s'agit. C'est peut-être ça qui a fait que ce n'est pas de la faute de l'État ce qui s'est passé. Et je pense que l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc se serait bien passé de cette publicité. Maintenant, les personnes concernées ou bien les personnes qui ont été au courant et des personnes qui instrumentalisent
ce genre de situation. Parce qu'il y a des professionnels aujourd'hui, dès que ces situations se passent, le lendemain, vous les voyez, ils ont le micro en train de donner leur avis. Et qui semblent être même des personnes habilitées à statuer sur ce problème, alors que ces personnes donnent leur avis. Et donc après, avec les réseaux sociaux, la multiplicité des médias et toute la place que la communication a pris dans cette société, le problème prend une ampleur et l'État, là, est obligé, dépassé, obligé de courir pour essayer de trouver une solution. Et là, se heurte au texte. C'est une ancienne ministre du numérique qui le dit. Adiba. Je crains de ne pas être d'accord avec les distingués ministres qui sont sur ce plateau. Parce que, d'abord, je pense que c'est une question purement juridique. Est-ce que des écoles dites confessionnelles ont le droit d'imposer quelque chose qui est discriminant pour les praticiens d'une autre religion? Donc, je vais prendre l'exemple que Madame le ministre a donné, qui est l'exemple d'une école qui empêcherait aux étudiantes, aux élèves, de venir voiler. Devenir non voilé, dévoilé, mettons. Cette école-là ne respecte pas la loi. Donc, si un étudiant, si jamais un élève est inscrit à l'école, décide un jour de venir sans voile et qu'on l'oblige à se voiler, si cet élève-là argue que sa religion, en tout cas son interprétation de la religion, lui interdit de se voiler, je respecterai, je soutiendrai cet élève-là pour qu'elle aille dans cette école et qu'elle puisse y aller non voilée. De la même manière, je pense que ce soit un seul élève ou 23 élèves, et je pense que ce soit des élèves d'origine libanaise n'a strictement aucune pertinence sur la question. C'est des élèves qui vivent au Sénégal. Même qu'ils soient sénégalais ou pas, ça ne me pose pas de problème, c'est des élèves qui vivent au Sénégal. La loi d'orientation reconnaît des écoles publiques et des écoles privées. La Constitution sénégalaise reconnaît que les écoles privées qui ont un but exclusivement religieux, par exemple les écoles qui forment les prêtres, qui forment les imams, etc., peuvent s'organiser comme ils veulent et peuvent édicter des règles qui leur sont propres. Maintenant, des écoles privées qui ont vocation à enseigner le programme officiel sénégalais sont sous le contrôle de l'État sénégalais. Et à recevoir des élèves sénégalais sont sous le contrôle de l'État sénégalais et sont soumis à la loi constitutionnelle qui garantit la liberté d'exercice de la religion. Je ne suis ni partisan ni opposé au voile, mais je pense que ça, c'est une question de principe. Et je pense que c'est une question sur laquelle on n'aurait même pas dû discuter pour la raison suivante. Les parents d'élèves disent qu'ils veulent porter plainte. On aurait dû les laisser porter plainte. Soit le ministère prend une décision ferme et claire d'autorité, d'admettre ou de ne pas admettre, ce n'est pas la question, mais en tout cas, prend une décision ferme en disant que voici la règle qui doit s'appliquer. Et si les parents d'élèves, si l'école veut contester cette décision-là, elle peut faire un recours en excès de pouvoir. Si les parents d'élèves veulent contester cette décision-là, ils peuvent faire un recours en excès de pouvoir. Et quand les parents d'élèves disent qu'ils veulent porter plainte, je pense qu'on aurait dû les laisser porter plainte parce que les juges allaient... On s'est mis à négocier, on a trouvé un accord bancal dont le lendemain, il paraît que l'école a dit que cet accord-là n'est valable qu'une année. Donc ça veut dire que l'année prochaine, on aura le même problème. Donc cette question-là, il faut qu'elle soit décidée une fois pour toutes dans un sens ou dans un autre. Parce que c'est une question de principe. Quand elle n'est pas décidée, ce qui se passe, c'est ce qu'on a eu dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire des discours, des confrontations entre des gens qui prétendent défendre l'islam, des gens qui prétendent défendre le christianisme, des gens qui prétendent défendre la laïcité, etc. Donc, on a eu des discussions très houleuses sur ces questions-là. C'est une question de principe qui est constitutionnelle, qui doit être décidée par la justice. Il y a 2-3 petites choses sur lesquelles je pense qu'on est... Oui, Abdou Fall, très rapidement. Autant je suis d'accord avec Ba lorsqu'il dit que
Bon, on aurait pu envisager que soit l'État arbitre d'autorité, soit qu'on laisse la justice trancher la question. Sur cette question, je n'ai aucun problème, mais par contre, en amont, je voudrais faire une observation sur ce que j'ai appelé la communauté sénégalaise d'origine libanaise. C'est aussi, bon, on ne perd pas de vue, parce qu'on vit dans le monde et on sait aussi ce qui se passe. On ne peut pas faire l'impasse sur les types de contradictions qui existent au sein de ces communautés d'origine, dans leur pays d'origine et qui se prolongent aussi parfois dans nos pays. On a vécu ça avec les Turcs, etc., etc. Donc, on ne peut pas faire évacuer. Ce n'est pas du point de vue de leur droit en tant qu'enfant à bénéficier du service éducatif, c'est du point de vue des jeux politiques qui souvent aussi se cachent derrière ces types d'opérations. Ce n'est pas le sujet le plus important pour moi. Le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est comment arriver à renégocier les termes d'un vivre ensemble pacifié, tel qu'on l'a connu depuis presque toujours. Parce qu'on est dans un nouvel environnement, Mme Diop l'a évoqué tout à l'heure, avec l'environnement de l'explosion médiatique et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de forces ont une capacité d'intervention sur la société dans son ensemble, telle que de plus en plus, il y a nécessité qu'on puisse se retrouver pour renégocier les termes de notre vivre ensemble de manière suffisamment intelligente et pensée. Si on ne le fait pas, on risque tous d'être victimes des capacités de nuisance de forces ultra-radicales qui sont loin d'être des forces démocratiques. On est d'accord, au moins sur deux, trois petites choses. La première, c'est que cette affaire a pris des proportions qu'elle n'aurait jamais dû prendre. La deuxième chose, c'est Madame qui l'introduit, et elle est légitime à le faire en tant qu'ancienne ministre chargée du numérique, c'est que les réseaux sociaux ont aussi cette tendance à amplifier et à introduire dans le débat peut-être des voix peut-être pas aussi légitimes pour transcender une telle question. Mais il y a quelque chose qui peut nous mettre tous aussi d'accord. Vous savez, on est certainement tous amateurs de foot. Le foot a inventé ce qu'on appelle la VAR, mais ça ne permet pas, ça n'empêche pas de discuter aujourd'hui de certaines actions toujours litigieuses. Donc ce débat-là sera encore, on ne l'aura pas épuisé, en tout cas pas dans cette tribune. Et comme disait Mao, que 100 écoles rivalisent, que 100 fleurs s'épanouissent. Je pense que c'est dans ce débat-là aussi que notre société a trouvé ses fondements. Nous en arrivons à quelque chose d'essentiel qui a aussi interpellé l'école dans ses fondamentaux. Abdou Fall, notre invité principal, le rappelait qu'il aimait bien rester sur des positions de principe, de ce qu'il y a de plus essentiel, de structurant pour notre société. L'école interpellée dans ses fondamentaux, dans son système d'enseignement. Ce débat introduit par Boris et Bachir, je disais tout à l'heure en taquinant qu'entre les deux, il y a Abdou. Puisque bien entendu, vous avez votre voix, vous avez élevé la voix, pas pour être arbitre, mais pour enrichir ce débat qui pose un principe très simple. Est-ce qu'il faut introduire de façon plus efficiente l'apprentissage par nos langues nationales, théorisé par Cheikh Anta Diop, qui est un point commun, je pense, de toute la classe scientifique du Sénégal. Aujourd'hui, on en est arrivé à un moment où les langues sont catégorisées, les langues occidentales, comme des langues de géopolitique, à travers lesquelles la science, le savoir est dispensé. D'autres théorisent le fait de devoir passer l'apprentissage par nos propres langues. C'est un débat qu'on n'épuisera pas ici dans cette tribune, mais quelle est la position de principe à dégager sur cette question ? Bon, c'est un... D'abord, le débat Boris-Bachir, qui sont tous les deux de très grands amis, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je pense qu'il faut qu'il soit circonscrit, voilà, autour des problématiques, des thèmes. Voilà, et les thèmes, c'est un peu les sujets sur l'école, sur la traduction et sur le reste. C'est bon, c'est cet aspect du débat qui, je trouve, très, très important, très intéressant et d'une extrême actualité. Je vous le disais tout à l'heure, l'école est au cœur. On vit un monde gouverné par le savoir.
Et c'est la révolution scientifique, technique et technologique en cours ne nous autorise pas à laisser des segments de notre jeunesse, quelle qu'elle soit, en rate. Nous avons la responsabilité de travailler à ce qu'ils soient dotés des outils techniques, technologiques et scientifiques qui nous permettent de transformer nos sociétés et de participer à la civilisation, de jouer pleinement notre rôle dans la civilisation de l'universel, qui se construit dans un monde en mutation et qui ouvre énormément de perspectives. Moi, je suis de ceux qui pensent que autant la mondialisation présente des aspects très pervers, autant la mondialisation ouvre des perspectives pour des gens qui sont audacieux et qui en veulent. Voilà. Et je pense que la jeunesse africaine et sénégalaise en particulier a la possibilité, une chance exceptionnelle pour pouvoir se former et jouer les grands rôles dans l'avenir et faire jouer leur pays et leur continent les grands rôles. Et de ce point de vue, le débat sur l'école, on ne peut pas le poser, à mon avis. Et là, je parle de mon expérience, parce que moi, j'ai l'avantage d'avoir commencé dans le niveau primaire, j'ai été instituteur, et d'avoir terminé ma carrière d'enseignant dans un institut d'enseignement supérieur. Donc, je peux dire j'ai un peu traversé le système, et par l'activité syndicale et politique, j'ai été au cœur des débats sur les réformes du système éducatif. Alors, ça me donne, je pense, un minimum sans prétention aucune, un minimum de légitimité pour pouvoir parler de ces questions-là. Alors, la question de l'école, à mon avis, l'Afrique ne peut pas réussir sa révolution technique, scientifique et culturelle si elle ne réussit pas sa révolution éducationnelle. Et réussir la révolution éducationnelle, pour moi, c'est deux choses. Les deux fondamentaux. Le premier, c'est donner à nos enfants la chance, par leur langue, d'avoir les conditions d'une démocratisation de l'accès au savoir. L'accès au savoir, c'est en termes d'offres de services d'éducation, mais c'est aussi par les langues. Les langues peuvent être des facteurs de démocratisation comme ils peuvent être des facteurs de discrimination. Et de ce point de vue, c'est ça l'enjeu de tout le débat sur lequel d'ailleurs tous les scientifiques du monde s'entendent. Le deuxième enjeu, c'est un peu une école des métiers. Il faut que notre école soit à la fois une école d'élite et une école aussi qui prépare au métier par un bon système de sélection-élimination. Ceux qui sont aptes à faire de grandes études supérieures du genre des cadres que nous avons devant nous, on les accompagne pour qu'ils aillent le plus loin possible. Ceux qui ne sont pas doués pour ça, qu'on puisse assez tôt les orienter dans des filières qui leur permettent de gagner dignement leur vie sans bloquer le système avec des possibilités de réinsertion comme ça se passe dans beaucoup de pays. Alors, voilà pour moi les deux grands enjeux. Le premier, c'est les langues. Alors, sur les langues, nous avons des contraintes. Parce qu'autant personne n'est contre le principe que l'enfant soit préparé à partir de sa langue maternelle. Il a des atouts avec sa langue qu'il ne peut trouver à travers aucune autre langue. Mais cependant, l'Afrique a un gap. C'est ça le sens de ma contribution. Le gap que nous avons, c'est que nous sommes le seul continent au monde qui avait été colonisé et qui n'avait pas une langue écrite. On ne l'avait pas. Les Chinois l'avaient, les Indiens l'avaient, les Vietnamiens l'avaient, les Japonais l'avaient. Partout, presque tous les pays anciennement dominés, lorsque les puissances coloniales arrivaient, ils ont trouvé tout un système d'écriture, un code écrit, avec tout un patrimoine historique, technique, scientifique, culturel. On ne l'avait pas. Et Abdoul, ça introduit justement ces débats, parce que la communauté scientifique ne valide pas ou ne reproduit pas les travaux de Cheikh Anta Diop, celui par qui le débat est arrivé entre nos deux éminents intellectuels que je citais tout à l'heure, puisqu'il théorise quand même cette prééminence du Wolof sur beaucoup d'autres langues, et même écrit, transcrit. Non, le Wolof était parlé. Les langues ici, à l'époque coloniale, les langues écrites en Afrique, en tout cas dans cette partie de notre continent, de l'Afrique, c'est à travers l'arabe, pratiquement depuis le 9e siècle, et le français depuis le 16e, le 17e siècle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, si vous analysez... Oui. Hein, l'Éthiopie, à l'exception de l'Éthiopie, c'est l'Éthiopie qui est une vieille civilisation qui avait sa langue écrite. Mais à l'exception de l'Éthiopie,
les autres pays du continent n'avaient pas accès au code écrit. Les puissances dominatrices n'ont pas trouvé une langue écrite. C'est un point de faiblesse, contrairement aux autres. Le deuxième point de faiblesse, c'est que si vous analysez la structure, la configuration linguistique de notre société, nous avons deux langues dominantes, qui sont les langues d'élite, c'est le français et l'arabe. Toutes nos élites intellectuelles et politiques ont été formées à l'école française. Et toutes nos élites sociales, religieuses ont été formées à l'école arabe. De la civilisation arabo-islamique. C'est même pas, voilà, c'est plus le Coran que l'arabe d'ailleurs. Alors, donc tous ceux qui ont un prestige social, c'est par les langues étrangères qu'ils l'ont acquise. Et ces langues ont été des facteurs de révolution sociale profonde. Ils ont contribué, en démocratisant l'accès au savoir, à bouleverser un ordre social qui était là structuré depuis des millénaires. Alors c'est pourquoi ces langues ont été remplies à leur époque une fonction émancipatrice. Alors, le fait qu'on n'ait pas eu de langue écrite au départ, et que deuxièmement, les langues étrangères étaient les langues d'émancipation sociale, ont constitué presque un frein dans l'esprit des gens, lorsque brutalement on veut leur dire, écoutez, il faut abandonner pour recourir à vos langues maternelles. Alors, si vous analysez par contre le cas du Sénégal qui est très intéressant, nous avons ces deux grandes langues, qui sont ces deux langues qui sont les langues des élites. Ensuite, vous avez à la base les langues nationales, il y en a une trentaine, entre 25 et 30 codifiées. Non, maintenant, 22 sont codifiées maintenant. Okay. Au départ, c'était les 6 qui sont cités dans la Constitution. Mais aujourd'hui, sur les 25 langues sélectionnées, avec des variantes... Est-ce que ce n'est pas une faiblesse aussi, même de prendre des langues de minorité à ce niveau? Ah non. Les langues, on doit leur conférer une égale dignité. C'est là la difficulté, justement. On ne peut pas remettre en cause le principe, de respect de l'égale dignité des langues. Parce que derrière les langues, il y a toute une culture, et derrière les cultures, il y a toute une vision du monde. Ça, on n'a pas le droit d'y toucher. Alors, c'est ça la grande difficulté pour l'introduction des langues nationales. Maintenant, nous, on a la chance, entre les langues, voilà, les 25 langues, et les langues, disons, que j'appelle les langues des élites, nous avons le Wolof qui a rempli une fonction unificatrice. Et c'est de ce point de vue que j'aimerais bien que nos linguistes, tu vois, parce que le professeur Cheikh Anta Diop dit que le Wolof n'est pas une ethnie, c'est une langue. Parce qu'effectivement, derrière chaque Wolof, vous avez une ethnie différente. Tu vois, Seul, Perer, Soninké, Mandeng, etc., etc. Même Mour. Alors, donc, par quel processus on a pu construire le Wolof pour lui faire jouer le rôle qu'il joue dans notre société? Ça, il serait intéressant que les linguistes, voilà, et les chercheurs puissent approfondir ce thème-là. Mais à l'arrivée, ce que je pose comme problème, c'est qu'aujourd'hui, pour résoudre cette équation des langues nationales, un consensus se construit de plus en plus autour de l'idée de promouvoir le bilinguisme à l'école. Pour qu'au moins, les premières années d'apprentissage, qu'on puisse les faire par les langues nationales, combinées avec le Wolof, le français, qui est la langue officielle. Et je dois conclure sur ce point en disant que l'expérience a montré, depuis les années 70 avec le président Senghor, que toutes les classes expérimentales dans lesquelles les enfants ont démarré par leur langue maternelle, les performances des élèves ont été plus importantes que ceux qui n'ont commencé que par le français sans être issus d'un environnement familial où la langue française est parlée. Le débat. Je reviendrai à lui pour une position, en tout cas pour une position affichée. Madame le ministre, j'aime évoquer bien sûr la ministre chargée du numérique, puisque vous voyez, ce débat-là introduit les partisans de l'apprentissage par des langues géopolitiques. On dit que beaucoup de concepts n'ont pas été traduits ou sont peut-être intraductibles parce que c'est de nouveaux concepts qu'il faudra passer des années et des années de recherche pour les traduire. Saliou Kandji, le professeur Saliou Kandji, a quand même fait de gros efforts de traduction, et d'autres, bien entendu, Sakhir Thiam et d'autres. Est-ce que dans votre domaine, vous pensez qu'on pourrait, comme ça, introduire l'apprentissage sur les technologies de l'information et de la communication par les langues? Ce serait démocratiser aussi l'utilisation de ces technologies, non?
Alors, je vais vous demander tous les deux de faire de la magie, parce que ça va se faire en 1 minute pour chacun. Et un certain nombre de points. Google se fait en Wolof pendant que les gens se posent la question ici. Donc, eux, ils voient l'intérêt pendant que les intellectuels se posent la question. Un marabout est venu me dire, alors qu'il était très contre les réseaux sociaux, « Madame Diop, moi, j'ai des daras un peu partout. J'en ai une 30aine dans le pays. Et je voudrais que moi, ce que je dis, ce soit ça qui soit enseigné et pas une interprétation, une déformation. » Je lui ai parlé d'un réseau numérique où il se ferait des vidéos, où il se présenterait. Alors, c'est là qu'il a commencé à se dire, donc le numérique peut servir à l'apprentissage, y compris pour des questions autres que le français ou autre chose. L'autre aspect, je fais des actions aussi avec des daras à Hambourg. Un des maîtres coraniques est venu me dire, est-ce que vous pouvez, parce que moi j'ai un problème, les jeunes qui sont dans mes daras finissent souvent ouvriers, menuisiers et tout ça. Je voudrais qu'on leur apprenne un peu de français, un peu de calcul et surtout de quoi manipuler ces téléphones parce que c'est avec ça qu'ils vont vivre demain. Donc les questions sont vraiment déjà là et les gens sont en train de trouver des solutions. Dans les groupes WhatsApp, vous ne trouvez que du vocal en Wolof. Parce que comme il dit, pas de support écrit. Et que des fois, moi-même, quand je lis du Wolof, c'est tellement plus compliqué pour moi que quand je lis du français que je préfère le vocal. Donc, je me suis mise aussi là-dessus. Un troisième aspect, j'ai des neveux et nièces qui sont nés de parents sénégalais et qui vivent à l'étranger, qui sont en train d'apprendre le Wolof, le toucouleur, à l'étranger, une fois arrivés au stade de l'université. C'est dire que dans ce nouveau monde identitaire, de repli identitaire, donc qui pose la question de la source de chacun, de l'identité initiale de chacun, les langues ont leur place à part entière. Pourquoi ces jeunes viennent dire, mais finalement, moi, je dis que je suis sénégalais, mais je ne parle pas bien Wolof. Mais donc, est-ce que je suis vraiment sénégalais? Donc, les langues, moi, je suis tout à fait d'avis. Je ne suis pas linguiste, ni technicienne, ni du monde de l'information, si ce n'est que moi, j'ai des outils. Les technologies, ce ne sont que des outils. Et il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour accompagner un projet de bilinguisme. Je suis entièrement d'accord. Je reviens sur une chose que le ministre a dit, c'est que les arabophones sont aussi des intellectuels. Je me souviens d'un collègue qui disait que la première fois qu'il avait rencontré je ne sais plus quel marabout, ils ont discuté de Platon, parce que la religion s'accompagne de discussions sur l'âme. Donc ça veut dire que les arabophones vont lire Platon, Aristote, etc. en arabe, ou avec Averroès, avec Razali et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a d'une certaine manière deux vies intellectuelles au Sénégal qui se croisent rarement. C'est la vie intellectuelle arabophone et la vie intellectuelle francophone. Et j'aime bien l'idée que ces deux élites, en fait, ces deux élites intellectuelles qui existent dans ce pays, qui ont des langues qui ne sont pas les langues du peuple. Maintenant, est-ce que si on décide d'enseigner, d'introduire les langues nationales comme outil d'enseignement, est-ce que ça aura une influence sur la démocratisation des savoirs et sur la création d'une société beaucoup plus égalitaire? C'est là où je ne suis pas vraiment sûr, parce que quand vous regardez les choses, les expériences sont très impressionnantes, je les connais également. La question qui se pose est la question de la scalabilité. Est-ce qu'on peut prendre ces expériences pilotes qui sont très impressionnantes, les reproduire partout dans le pays et obtenir les mêmes résultats? Sur ça, j'ai un doute. D'autre part, l'autre problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de pays maintenant qui ont fait des expériences d'arabisation ou bien d'apprentissage dans une langue nationale, etc. Et 30 ans plus tard, ces pays-là se retrouvent avec une génération qui est mal formée, avec un système éducatif dual, avec des élites qui continuent à aller dans des écoles françaises, américaines, etc. Et puis le peuple qui continue à aller dans l'école locale et à apprendre la langue locale. Donc toutes ces questions-là, me semble-t-il, doivent être pensées
avant que l'on passe à un apprentissage par les langues locales. Mais le modèle proposé par le ministre Fall est un modèle intéressant parce que utiliser les langues nationales comme outil pour enseigner d'autres langues, ça, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord, en fait, si modulo la scalabilité, modulo un certain nombre de questions. Mais il faut bien voir la question de la justice sociale, parce qu'au Sénégal, quand on regarde les élites actuelles, beaucoup d'entre elles sont sorties de lycées de banlieue, de milieux défavorisés, de l'intérieur du pays, et s'en sont sorties grâce à l'école. Donc, d'une certaine manière, l'école publique joue encore son rôle, et je pense qu'il faut préserver ça. Et une manière de préserver ça, c'est de ne pas avoir deux systèmes publics. Et si vous regardez, par exemple, les élèves de Jeanne d'Arc, commencent leur classe en septembre, là où le reste de la population commence ses classes en octobre. Vous voulez dire les écoles du programme français, hein? S'il n'y a pas que Jeanne d'Arc, Jean Mermoz, ils ont tous commencé en... Donc il y a des gens qui commencent en septembre, d'autres qui commencent en octobre, etc. Je pense que ça, c'est les Ils problèmes qu'il faut d'abord régler de la avant France, d'aller il faut bien le préciser, ils ont les mêmes vacances scolaires que la France, les mêmes, le même programme que la France, donc, mais c'est accepté par notre système. Voilà. Monsieur le ministre, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on fait le constat qu'on a un gap énorme à résorber sur l'apprentissage des langues, ou alors on se dit, tant qu'à faire, si on introduit toutes ces langues, on risque de se couper d'une bonne partie de l'humanité, parce que vous n'imaginez pas, ou peut-être que vous l'imaginez, je ne sais pas, le président du Sénégal, à la tribune des Nations Unies, vouloir utiliser sa langue qui peut-être le couperait de toute l'assistance qu'il y a à la tribune des Nations Unies. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de ces langues étrangères comme des langues géopolitiques de communication. Est-ce qu'il faut pousser le bouchon jusqu'à vouloir nous aussi affirmer notre... En vérité, l'option, la bonne option, c'est le multilinguisme. C'est le multilinguisme. Avec le bilinguisme de départ. Aujourd'hui, toutes les recherches au niveau de l'UNESCO en particulier, des consensus auprès des chercheurs, chez les chercheurs, dans la communauté des chercheurs, se sont construits autour au moins d'une idée. Un enfant qui fait les 2 premières années de sa scolarité dans sa langue maternelle et qui introduit les langues étrangères, après, il fait un parcours beaucoup plus rapide et beaucoup plus impressionnant que celui qui n'a fait que le français. Et même pour l'acquisition du français, ça facilite, parce qu'on a installé au départ, à partir d'une langue qu'il maîtrise, tous les mécanismes de base qui lui permettent d'apprendre et de maîtriser une langue qui lui est étrangère. Et c'est surtout dans les mathématiques que les résultats sont encore beaucoup plus spectaculaires. Or, c'est ça le grand point faible aussi de notre système actuel en termes de rendement. Alors, donc, le Sénégal, aujourd'hui, ce débat, on n'est pas en train de dire, écoute, allons 2 ans pour les langues nationales, parce que la langue officielle reste le français. Et c'est pourquoi l'idée qui semble se dégager et autour de laquelle un consensus se construit de plus en plus, c'est de dire, engageons simultanément la formation dans les 2 langues, entre le Wolof et le français. Et au fur et à mesure qu'on avance, la langue française prend le dessus. Et c'est de ce point de vue que les expériences qui sont menées sont des expériences très intéressantes et dont les résultats sont fabuleux. Alors, moi je pense donc que, maintenant, le problème que vous posez, vous, c'est un peu cette multiplicité de langues et les crispations que ça peut entraîner au niveau des communautés lorsqu'on doit arbitrer en faveur d'une langue ou d'une autre. Effectivement, ça fait partie aussi, c'est la 3e contrainte. Cette contrainte-là, les études sociolinguistiques réalisées au niveau des différentes communautés, au niveau régional en particulier, laissent souvent apparaître des langues de consensus, qui sont des langues parlées. Parce que pour le choix d'une langue, la règle, le principe, c'est de dire ce que chez nous on appelle la langue première et que l'UNESCO l'appelle la langue familière. Quelle est la langue que les enfants parlent dans leur environnement quotidien, social? Si c'est à l'école, quelle est la langue qu'ils parlent dans la cour de récréation? S'ils ne sont pas à l'école, quelle est la langue que les enfants parlent dans l'espace où ils s'amusent, de jeu, dans les aires de jeu? Et généralement, c'est à partir de cette langue qu'on peut démarrer les apprentissages de base
avec la langue française et la possibilité d'introduire l'autre langue après. Donc le monde, il faut qu'on se prépare à accepter, mais autour de cette table, personne n'est unilingue. Nous parlons tous plusieurs langues. Donc il faut qu'on prépare nos enfants à utiliser toutes les potentialités et toutes les possibilités qu'offre l'environnement culturel dans lequel ils vivent, y compris le français et l'arabe, qui sont devenus objectivement des éléments de notre patrimoine. On n'y peut rien. La moins bonne, c'est que c'est fini. La bonne, c'est que justement, on est sur une plateforme numérique où le débat se poursuit. Évidemment, nous avons été très heureux, Monsieur le ministre Abdou Fall, de vous accueillir. J'ai bien aimé le militant du Parti de la Libération du Peuple, mais qu'est-ce que vous êtes allé vous emmerder en tant que ministre de la Santé, de la Culture? Vous avez plus aimé laquelle des deux, culture, communication ou santé? Moi, je suis allé parce que c'est la fonction ministérielle, hein, c'est une fonction d'animation, de coordination, et bon, elle en sait quelque chose. Voilà. C'est plus facile de faire avec les médecins, le corps médical, les journalistes et les hommes de culture. Mais c'est des mondes tout aussi passionnants, je dois l'avouer. Vous aimez votre nouvelle vie? Ah non, je suis parfaitement à l'aise là-dedans. Hein. Moi, j'essaie de me reconvertir un peu dans le privé, je suis dans les énergies renouvelables. Moi, je suis cheikhiste. Surtout, moi, je suis resté fondamentalement cheikhiste dans ma vision des choses. Je suis sur les énergies renouvelables, je suis sur le panafricanisme et je suis sur les langues nationales. Madame le ministre Fatou Blondin Diop, je ne vais pas vous demander si vous aimez votre nouvelle vie. On le sait, vous êtes une femme active, une femme tech, digitale. Et vous mettez votre science et votre savoir aussi au service des communautés. Vous le rappelez tout à l'heure, à la base, dans des daras. C'est comme ça aussi qu'on fait bénéficier de son expérience. Pour même dire, dans la suite de ce que M. Fall vient de dire, nous avons besoin d'une langue CEDEAO. Hein. Parce que arrêtons de parler à nos petites échelles, vous ramenez aux langues. On a besoin d'une langue CEDEAO. On n'a pas besoin seulement d'une monnaie, on n'a pas besoin seulement d'infrastructures, on a besoin de pouvoir se parler et d'avoir ce projet d'intégration à travers la langue qui est le meilleur véhicule. Aujourd'hui, si vous allez à l'Union européenne, l'italien, ils ont beau traiter les Français on a la carte d'identité numéralisée, on a la zone de libre-échange, ça va venir. Dans nos projets d'éducation, dans nos projets de société, à avoir une langue CEDEAO. Et c'est peut-être pas le Wolof. Adiba, je disais à votre jeune âge d'être formateur. Peut-être même que vous en recevez des gens qui sont plus âgés que vous devez former et qui doivent aller dans les classes. Mais tout à l'heure, le ministre Abdou Fall a introduit un débat que vous n'arrivez pas à épuiser à la faculté. Il a interpellé les philosophes et les sociologues. On sait un vieux contentieux entre vous, vous n'êtes jamais d'accord. Comment on fait? Entre philosophes et sociologues. On le sait, vous reprochez souvent aux sociologues de ne pas proposer de solution à nos problèmes. Les deux qu'on a évoqués ici, les sociologues n'auraient pas donné de solution. Ils en auraient fait le diagnostic certainement. Je pense que les sociologues sont extrêmement utiles, les philosophes également, j'espère, sont extrêmement utiles. Donc, et de toute manière, la philosophie est si je puis l'appeler science, c'est une science qui prend son vol à la nuit tombée, comme dirait Hegel. Donc ça veut dire que les données sociologiques sont intéressantes pour nous, tout comme les données de mathématiques, de physique, etc. Donc pendant longtemps, sociologues et philosophes ont partagé le même département. On va essayer de les réconcilier. Merci en tout cas à Adiba, philosophe formateur à la FASTEF. Madame Fatou Blondin Diop, ancienne ministre chargée du numérique, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous et d'avoir introduit la discussion avec Abdou Fall. Je ne dirais pas l'ancien ministre parce qu'on a préféré le militant engagé, acharné, hein? L'idéologue. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci, je vous donne rendez-vous sur Sans Détour, sur Ce n'est Plus, en très prochain numéro. Merci.